Eduardo Tavares se levait tous les jours à 5 heures du matin. Non pas par nécessité, il aurait pu dormir jusqu'à midi s'il l'avait voulu. Après tout, il était à son compte, mais parce que des décennies de discipline militaire lui avaient inculqué l'impossibilité de perdre une seule minute de la journée. Sa routine était impeccable. 1 heure d'exercice avec son entraîneur personnel. Un petit déjeuner préparé par son chef privé, toujours des œufs, de l'avocat, du saumon et un expresso. Parfait. Puis 2 heures consacrées à la lecture de rapports financiers, à la réponse au courriel, à la planification de sa prochaine acquisition, de sa prochaine entreprise, de son prochain milliard. À 47 ans, Eduardo était l'exemple parfait de l'homme brésilien qui s'est fait tout seul. Né dans une famille de la petite bourgeoisie de l'intérieur du Minas Gerais, fils d'un mécanicien et d'une couturière, il était arrivé à São Paulo à l'âge de 18 ans, avec 1000 réaux en poche et une ambition qui semblait plus grande que la ville elle-même. Il a travaillé dans le bâtiment comme maçon. Plus tard, il a été assistant d'agent immobilier. Il a appris tous les rouages du marché, toutes les astuces, toutes les opportunités. À 25 ans, il a réalisé sa première grosse opération. Il a acheté un terrain vague à crédit, y a construit un petit immeuble d'appartements et l'a revendu avec un bénéfice de 300%. Il ne s'est plus jamais retourné. À 47 ans, Tavares Holdings était l'un des plus importants promoteurs immobiliers du pays. Centres commerciaux, résidences de luxe, complexes commerciaux, tout ce qui portait le nom de Tavares était synonyme de qualité, de luxe et de prix que seuls les plus fortunés pouvaient s'offrir. Eduardo avait tout. Absolument tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la paix, car il y avait un vide en lui qu'aucune somme d'argent supplémentaire sur son compte en banque ne pouvait combler. Un vide qu'il tentait d'ignorer, d'enfouir sous un travail compulsif, des voyages internationaux et des relations superficielles qui ne duraient jamais plus de quelques mois. Il savait précisément quand ce vide s'était formé. Il connaissait le jour, l'heure, l'instant exact où sa vie s'était scindée en deux, l'avant et l'après. 15 mars, il y a 15 ans. Mais Eduardo Tavares ne parlait pas de ce jour-là. Il n'y pensait pas. Il avait érigé une forteresse autour de ce souvenir, l'enfermant dans un coffre-fort mental si sûr que parfois il pouvait passer des jours, voire des semaines, sans que la douleur ne le rattrape. Mais elle revenait toujours, surtout en mars, surtout pendant les jours qui précèdent l'anniversaire de la date qui avait tout détruit. Ce mardi d'octobre, Eduardo revenait d'une réunion particulièrement fastidieuse avec des investisseurs japonais intéressés par un nouveau projet de tour résidentiel dans la zone sud. Son chauffeur, Renato, un homme de 55 ans qui travaillait avec lui depuis 10 ans, conduisait la Mercedes blindée à travers les rues encombrées de São Paulo. « Monsieur Eduardo, la circulation est impossible sur la marginale. Puis-je prendre un raccourci ?»« Fais ce que tu juges bon, Renato. » Le raccourci les mena à travers un quartier qu'Eduardo fréquentait rarement. Des quartiers plus anciens, des maisons plus modestes, et finalement, le cimetière de Morumbi, l'un des plus grands cimetières de São Paulo, avec ses allées bordées d'arbres et ses milliers de tombes s'étendant sur des hectares. La pluie avait commencé, une bruine fine et persistante typique du printemps à São Paulo, et c'est alors qu'Eduardo l'a vue. Une petite fille, à peine âgée de 8 ou 9 ans, était agenouillée devant une tombe. Même de loin, Eduardo pouvait voir son extrême pauvreté. Ses vêtements rapiécés et déchirés à plusieurs endroits étaient bien trop grands pour son corps frêle. Elle était pieds nus, les pieds couverts de boue. Mais ce qui frappa surtout Eduardo, c'était son chant. Ce n'était même pas des pleurs, c'était une berceuse, chantée d'une voix si pure, si triste, si chargée d'émotions qu'il semblait impossible qu'elle provienne d'un enfant. « Arrête, Renato. »« Monsieur, arrêtez la voiture. Maintenant. » Renato obéit, perplexe. En 10 ans de service, il n'avait jamais vu Eduardo manifester un intérêt spontané pour quoi que ce soit dans la rue qui ne soit pas lié aux affaires. Eduardo sortit de la voiture, la pluie trempant aussitôt son costume italien à 15 000 réaux. Mais il n'y prêta aucune attention. Il marchait vers la jeune fille, ses chaussures de cuir de prix s'enfonçant dans la boue du cimetière comme tirées par un fil invisible. Plus il s'approchait, plus la chanson que chantait la fille devenait claire. « Dors, mon ange, au jardin du paradis. Maman t'aime, papa t'aime. Dors en paix, mon petit ange. Un jour,
Nous nous retrouverons, quand Dieu nous appellera. » Eduardo s'arrêta à environ 3 mètres. Il put alors voir que la jeune fille avait des cheveux noirs et emmêlés, un visage maigre marqué par la malnutrition et de petites mains frêles tenant un bouquet de fleurs sauvages, fanées. La tombe devant elle était minuscule, celle d'un bébé, sans aucun doute. La pierre tombale était simple, bon marché, déjà usé par le temps. Puis Eduardo lut le nom gravé sur la pierre. Son cœur s'est arrêté, littéralement, pendant 1 seconde. Miguel Tavares Silva, 23 janvier, 15 mars. Seulement 51 jours de lumière sur terre. Un ange. Retourné trop tôt au ciel, Miguel Tavares. Non, ce n'était pas possible. C'était forcément une coïncidence. Miguel n'était pas un prénom rare. Tavares était un nom de famille courant. C'était juste « Le connaissiez-vous » La voix de la jeune fille le tira de sa rêverie. Elle avait cessé de chanter et regardait Eduardo avec d'énormes yeux bruns dans un visage bien trop petit. Eduardo était incapable de parler. Sa gorge était serrée. Son cœur battait si fort que cela lui faisait mal, physiquement. « C'était mon frère », poursuivit la jeune fille, la voix aussi douce que la pluie qui tombait autour d'eux. « Mon petit frère. Il est mort avant ma naissance, mais ma mère parlait toujours de lui. Elle racontait toujours des histoires sur le plus beau bébé du monde, qu'elle n'a eu que 51 jours. « Ta mère ?» parvint finalement à dire Eduardo, la voix rauque, méconnaissable même pour lui-même. « Elle est décédée il y a 3 mois, d'un cancer. Il n'y avait qu'elle et moi, C'est, je n'ai jamais connu mon père. En fait, je n'ai jamais connu le père de Miguel non plus. Maman disait que c'était un homme important et riche, mais qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle quand elle est tombée enceinte. Il l'a abandonnée. Et quand Miguel est mort, quand mon petit frère est mort, maman s'est retrouvée complètement seule. » Chaque mot était comme un couteau transperçant le cœur d'Eduardo. « Quel était le nom de votre mère ?» Il avait besoin de le savoir, même s'il s'en doutait déjà, même s'il sentait déjà la vérité approcher comme un tsunami. « Camila Silva. » La jeune fille inclina la tête. « Pourquoi pleurez-vous, monsieur ?» Eduardo ne s'en était même pas aperçu. Des larmes ruisselaient sur son visage, se mêlant à la pluie. « Camila, » murmura-t-il. « Mon Dieu, Camila, tu la connaissais ?» demanda la jeune fille, les yeux écarquillés. Eduardo tomba à genoux dans la boue. Il ne s'effondra pas, il s'écroula, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il resta là, près de cette fille, le regard fixé sur la tombe de son fils. Ce fils dont il ignorait l'existence jusqu'à sa mort. Ce fils dont il n'avait pas assisté aux funérailles, faute d'en avoir été informé, parce qu'il avait abandonné sa mère. « Miguel !» s'écria-t-il. « Mon fils, mon garçon !» La jeune fille eut un hoquet de surprise. « Êtes-vous mon père ?» Edward la regarda vraiment pour la première fois. Et il vit ses propres yeux marron foncé. Il vit la forme de son propre menton. Il vit la bouche de Camila, les cheveux de Camila, mais il se vit aussi en cet enfant. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Laura Silva. »« Laura » répéta Edward. Et soudain, l'ampleur, l'impossibilité, la tragédie cruelle et absurde de ce moment le frappa de plein fouet. Il avait une fille qui vivait dans la misère, tandis que lui occupait un penthouse valant des millions. Il avait un fils, mort sans même savoir qu'il existait. Camila, la femme qu'il avait aimée à 30 ans, puis abandonnée lorsqu'elle était tombée enceinte parce qu'il était trop jeune, encore en train de bâtir son empire, pas prêt à être père, Camila était morte seule, pauvre, après avoir enterré un bébé seul et élevé une fille seule. Et maintenant, cette fille était pieds nus dans la boue d'un cimetière, chantant sur la tombe d'un frère qu'elle n'avait jamais connu. Le monde se mit à tourner. Eduardo ressentit une horrible pression dans sa poitrine. Il entendit vaguement Laura crier « Monsieur, monsieur, que se passe-t-il » et Renato courir vers lui. Mais soudain, tout est devenu noir, et Eduardo Tavares, le milliardaire qui contrôlait un empire, s'est effondré inconscient dans la boue, près de la tombe de son fils décédé. Eduardo se réveilla dans une chambre d'hôpital privé, entouré de médecins inquiets et de Renato, qui l'avait visiblement emmené en urgence à l'hôpital le plus proche. « Monsieur Eduardo, Dieu merci !» s'exclama Renato. « Vous nous avez fait une peur bleue. »« La fille » dit aussitôt Eduardo, en essayant de se redresser. « Laura, où est Laura ?»
La petite fille du cimetière? Elle est arrivée dans l'ambulance avec nous. Elle était désespérée, persuadée d'avoir fait quelque chose de mal. Elle est dans la salle d'attente. Monsieur Eduardo, que s'est-il passé? Qui est cet enfant? C'est ma fille, dit Eduardo, et la mine stupéfaite de Renato aurait été comique en d'autres circonstances. Ma fille, dont j'ignorais même l'existence il y a encore 20 minutes. L'un des médecins, un homme d'une 50aine d'années portant des lunettes et une blouse blanche impeccable, s'approcha. Monsieur Tavares, vous avez fait un malaise dû à un stress émotionnel extrême. Votre rythme cardiaque est devenu dangereusement irrégulier. Je dois vous demander, avez-vous des antécédents de problèmes cardiaques? Non, jamais. Eduardo arracha les électrodes de sa poitrine. Je vais bien maintenant. Où est Laura? Je dois la voir. Monsieur, vous devez vous reposer. Je dois voir ma fille, rugit Eduardo, surprenant tout le monde. Il ne criait jamais. Il ne perdait jamais son sang-froid. Mais il ne s'agissait pas d'une situation normale. Renato hésita, puis partit et revint quelques instants plus tard avec Laura. La fillette était recroquevillée sur elle-même, apeurée, trempée et sale, complètement déplacée dans l'environnement blanc et aseptisé de l'hôpital. « Laura, » dit Eduardo en lui tendant la main, « viens ici, ma chérie. N'aie pas peur. » Laura s'approcha avec hésitation. « Vous allez bien, monsieur? J'ai eu tellement peur. J'ai cru vous avoir fait une crise cardiaque. Tu n'as rien fait de mal. » Eduardo prit sa petite main fragile. « Laura, je dois te raconter une histoire. L'histoire d'un homme très stupide qui a commis la plus grosse erreur de sa vie il y a des années. Et puis là, dans cette chambre d'hôpital, Eduardo a tout raconté. Il lui parla de Camila, de leur rencontre 17 ans plus tôt, alors qu'Eduardo commençait tout juste à prospérer. Camila travaillait comme secrétaire dans l'un des bureaux qu'il louait. Elle était belle, gentille et intelligente. Ils étaient tombés amoureux rapidement et passionnément. Mais Eduardo était obsédé par son travail, par la construction de son empire, par le désir de prouver à tous que le garçon pauvre du Minas Gerais pouvait devenir l'un des hommes les plus riches du Brésil. Quand Camila est tombée enceinte après un an de relation, Eduardo a paniqué. Il avait 30 ans, était en pleine négociation cruciale et n'avait pas le temps de fonder une famille. Il a dit des choses horribles, qu'elle essayait de le piéger, qu'il n'était pas prêt, qu'elle devait régler ses problèmes. Camila, fière et blessée, déclara qu'elle n'avait pas besoin de lui et qu'elle élèverait l'enfant seule. Eduardo, lâche comme toujours, prit la fuite. Il lui proposa de l'argent qu'elle refusa avec dignité et disparut de sa vie. « Je n'ai jamais rien su de Miguel, » dit Eduardo, les larmes aux yeux. « Si j'avais su qu'il était né, qu'il était mort, Laura, je sais que je n'ai aucune excuse. J'ai été un lâche. J'ai abandonné ta mère au moment où elle avait le plus besoin de moi. Et à cause de ça, j'ai perdu la chance de connaître mon fils. J'ai perdu les 8 premières années de ta vie. Je vous ai laissés tous les deux vivre dans la misère pendant que je nageais dans l'argent. » Laura resta silencieuse, réfléchissant. Puis elle posa la seule question qui comptait vraiment. « L'aimais-tu? Aimais-tu ma mère ?»« Je l'aimais, » répondit Eduardo sans hésiter. « Mais j'étais trop lâche pour céder à cet amour. J'ai fait passer mon ambition avant tout. Et maintenant elle est partie, et je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas réparer ce que j'ai détruit. Maman n'a jamais dit du mal de toi, » dit doucement Laura. « Quand je lui posais des questions sur mon père, elle me disait simplement que tu étais un homme bon, perdu et effrayé. Elle disait espérer qu'un jour, tu trouverais la paix. Cela a complètement anéanti Eduardo. Il a serré Laura dans ses bras et a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Il pleurait pour Camila, pour Miguel, pour toutes ces années perdues, pour tous ses mauvais choix. Et Laura, cette fille qui avait toutes les raisons de le détester, le serra dans ses bras et le laissa pleurer. Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Eduardo emmena Laura dans son penthouse et sa réaction fut un choc total. « Est-ce que des gens vivent vraiment dans des endroits comme ça ?» murmura-t-elle, les yeux écarquillés devant les plafonds de 6 mètres de haut, les baies vitrées offrant une vue panoramique, le marbre italien et les œuvres d'art accrochées au mur. « Maintenant, tu vis ici aussi, » dit Eduardo d'un ton ferme. « C'est ta maison maintenant. » Mais il restait des questions juridiques à régler. Eduardo a engagé les meilleurs avocats pour établir officiellement la paternité par un test ADN qui a confirmé avec une certitude de 99,9% ce qu'il savait déjà. Laura était sa fille. Elle découvrit que Camila était décédée sans laisser d'autres proches. Depuis, Laura vivait dans un refuge,
s'échappant parfois pour se recueillir sur la tombe de Miguel avec des fleurs qu'elle cueillait elle-même sur des terrains vagues. Personne ne voulait me laisser y aller, expliqua Laura. Il disait que c'était dangereux pour un enfant d'être seul au cimetière, mais je devais le voir, je devais lui chanter une chanson. Maman chantait toujours cette chanson, tu sais. Elle disait qu'elle la chantait à Miguel tous les soirs jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors je me suis dit qu'il serait content si je continuais à chanter. Eduardo sentit à nouveau son cœur se briser. Cet enfant, si jeune, avait déjà tant perdu, et pendant 8 ans, il en avait été responsable. Une responsabilité qu'il n'avait pas assumée, car il ignorait jusqu'à son existence. Il a engagé une équipe complète, un tuteur pour aider Laura dans ses études. Elle savait à peine lire, n'ayant fréquenté l'école que sporadiquement en raison de la maladie de Camila et de la pauvreté qui s'en est suivie. Un pédopsychiatre pour l'aider à surmonter le traumatisme de la perte de sa mère et à s'adapter à sa nouvelle vie. Un pédiatre pour veiller sur sa santé. Elle était malnutrie et souffrait d'infections nécessitant un traitement. Mais surtout, Eduardo a annulé toutes ses réunions, délégué toutes ses responsabilités professionnelles à son équipe de direction et s'est entièrement consacré à apprendre à connaître sa fille. Elle passait des heures à discuter. Laura racontait des histoires sur Camila, comment elle cumulait 3 emplois pour payer les factures, comment elle trouvait toujours le temps de lire des histoires à Laura avant de dormir. Sa force même, lorsqu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle n'avait pas les moyens de se faire soigner correctement. Chaque récit était une accusation, mais Eduardo les accepta, se laissant submerger par la douleur. C'était bien le moins qu'il méritait. « Pourquoi n'es-tu jamais retourné la voir ?» demanda Laura un soir, alors qu'elles étaient assises sur le balcon du penthouse, regardant les lumières de Sao Paulo s'étendre jusqu'à l'horizon. Eduardo réfléchit longuement à sa réponse. « La peur, finit-il par dire. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur qu'elle découvre la vérité sur moi, que j'étais égoïste, obsédé par l'argent, incapable de faire passer les autres avant moi. Alors je me suis persuadé que je lui rendais service en prenant mes distances, mais j'étais tout simplement lâche. « Tu crois que tu es égoïste, là ?» demanda Laura, avec cette franchise brutale propre aux enfants. « J'essaie de ne pas l'être, » répondit Eduardo. « Laura, je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas ramener ta mère. Je ne peux pas rencontrer Miguel. Mais je peux essayer d'être le père que tu mérites maintenant, si tu me le permets. » Laura l'observa longuement. Maman disait toujours que chacun mérite une seconde chance, que l'erreur est humaine mais que tenter de réparer ses erreurs est un acte divin. Alors oui, tu peux essayer d'être mon père, mais tu dois me promettre une chose. Rien. Tu dois m'emmener voir Miguel toutes les semaines et tu dois chanter avec moi. Il aimerait aussi entendre la voix de son père. Eduardo sentit à nouveau les larmes lui brûler les yeux. Il avait l'impression de pleurer sans cesse ces derniers temps. « Je te le promets. » La première fois qu'Eduardo s'est rendu consciemment sur la tombe de Miguel, et non pas évanoui sous le choc, fut bouleversante. Lui et Laura sont allés ensemble un samedi matin. Eduardo avait apporté des fleurs coûteuses, un énorme bouquet de roses blanches. Laura avait apporté des fleurs sauvages qu'elle avait cueillies dans le jardin sur le toit. Eduardo avait engagé un jardinier pour aménager un jardin spécialement pour elle. « Les fleurs chères sont belles, » dit Laura avec diplomatie. Mais Miguel préférait les fleurs simples. Maman l'a toujours dit. Eduardo contempla la tombe de son fils. Si petite, si injuste. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle à voix basse. « Comment est-il mort ?» Laura resta silencieuse un instant. Maman a dit que c'était la mort subite du nourrisson. Il allait bien, c'était un beau bébé en pleine santé. Et puis un matin, elle a voulu le réveiller et il s'est endormi pour toujours. Les médecins ont dit que ce n'était pas de sa faute, que ça arrive parfois, et qu'on ne sait pas pourquoi. Mais maman ne se l'est jamais pardonné. Jamais. Eduardo s'agenouilla devant la tombe. « Miguel, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion, « je suis ton père. Je sais que je suis arrivé trop tard. Je sais que je n'ai jamais eu la chance de te serrer dans mes bras, de voir ton sourire, de te changer la nuit. Mais je veux que tu saches que je t'aurais aimé. Si j'avais su que tu existais, j'aurais couru à ta rencontre. Et je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour ta mère. Je suis tellement désolé qu'elle ait dû affronter son deuil seule. Je suis tellement désolé pour tout. » Laura lui prit la main. « Maintenant, tu peux lui chanter une chanson. » Et puis le père et la fille réunis d'une manière si impossible et si douloureuse
On chantait ensemble. Dors, mon ange, au jardin du paradis. Maman t'aime, papa t'aime. Dors en paix, mon petit ange. Un jour, nous nous retrouverons quand Dieu nous appellera. Édouard parvint à peine à terminer la chanson, mais il chanta car il l'avait promis, et parce que c'était le moins qu'elle puisse faire pour le fils qu'elle ne connaîtrait jamais. Puis, alors qu'il retournait à la voiture, Laura a dit quelque chose qui allait tout changer. Tu sais ce que maman disait toujours vouloir faire. Quoi, chérie? Je voulais créer un endroit pour les enfants malades, un endroit où les familles sans ressources pourraient emmener leurs enfants se faire soigner gratuitement. Elle disait que si elle avait eu accès à de meilleurs médecins lorsqu'elle était enceinte de Miguel, à sa naissance peut-être que les choses auraient été différentes. Je sais que les médecins disaient qu'il n'y avait rien à faire, mais maman se posait toujours la question. Eduardo s'arrêta à mi-chemin. Une idée prenait forme dans son esprit, une idée énorme, audacieuse et absolument juste. « Laura, dit-il en s'agenouillant devant elle, et si on réalisait ce projet? Et si on construisait cet endroit? Pas seulement une clinique, mais un hôpital entier. Le meilleur hôpital pédiatrique du Brésil, entièrement gratuit, en hommage à ta mère et à Miguel. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent. « On peut faire ça? J'ai assez d'argent pour faire bien plus que ça, » dit Eduardo, prenant conscience de la vérité au fur et à mesure qu'il parlait. « Pendant des années, j'ai dépensé des fortunes en choses inutiles, voitures, montres, vêtements. Mais ça, ce serait quelque chose qui compterait, quelque chose qui sauverait des vies, quelque chose qui rendrait véritablement hommage à Camila et Miguel. »« L'hôpital Miguel Tavares Silva, » murmura Laura, « et l'Institut Camila Silva de recherche pédiatrique. » Exactement. Pour la première fois depuis leur rencontre, Eduardo vit un véritable sourire illuminer le visage de Laura. Maman serait si heureuse. Elle a toujours voulu aider d'autres familles pour qu'elle n'ait pas à souffrir comme elle. Les mois suivants ont transformé Eduardo d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il n'a pas complètement abandonné ses entreprises, il était toujours PDG de Tavares Holdings, mais il a radicalement changé ses priorités. Il a alloué 1 milliard de réaux au projet d'hôpital. Il a acheté un vaste terrain dans la zone Est, un quartier défavorisé de São Paulo, et a engagé les meilleurs architectes du monde pour concevoir un établissement ultra-moderne. Mais surtout, il commença à vraiment connaître Laura. Et à travers elle, il commença à se connaître lui-même. Laura possédait une sagesse qui dépassait son âge. Elle avait été témoin de la pauvreté, de la maladie et de la mort, mais elle n'était pas devenue amère. Au contraire, elle éprouvait une profonde empathie pour tous ceux qui souffraient. Un jour, alors qu'il dînait dans un restaurant cher, Eduardo essayait de faire découvrir de nouvelles expériences à Laura, elle aperçut un sans-abri par la fenêtre. « On peut le nourrir ?» demanda-t-il aussitôt. Gêné, Eduardo appela le serveur et lui demanda de préparer un repas complet à emporter. Mais Laura n'était pas satisfaite de cela. Pourquoi ne pas l'inviter à entrer pour manger? Il doit avoir froid dehors. Laura, le restaurant a des règles. Alors ce sont de mauvaises règles, dit-elle avec conviction. Et avant qu'Eduardo puisse l'arrêter, elle était déjà debout et se dirigeait vers la porte. Eduardo la suivit, mortifié, s'attendant à une scène. Mais ce qu'il vit le transforma. Laura s'approcha de l'homme, un monsieur d'une 60aine d'années, barbu, sale, visiblement perturbé mentalement, sans aucune crainte. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Laura. Aimeriez-vous dîner avec mon père et... »« Moi ?» L'homme la regarda d'un air perplexe. « Ma petite, tu ne devrais pas parler à des gens comme moi. Pourquoi pas? Tu as l'air d'une personne sympathique, et tout le monde mérite un bon repas chaud. » Eduardo vit les larmes monter aux yeux de l'homme. « Cela fait longtemps que personne ne m'a traité comme un être humain. Alors viens, mon père paiera. Il a beaucoup d'argent. » Laura prit la main de l'homme sans hésiter. Eduardo vit le gérant du restaurant s'approcher, l'air horrifié, prêt à expulser le sans-abri. Mais il fit un pas en avant. « Une table pour 3, dit-il fermement, et je veux que mon ami soit traité avec le plus grand soin. » Ce soir-là, en dînant avec José, c'était le nom de l'homme, en écoutant son récit de la façon dont il avait tout perdu après la mort de sa femme et une grave dépression, Eduardo réalisa quelque chose de fondamental. Il avait passé des années à s'enrichir, mais ce n'est que maintenant qu'il apprenait à devenir humain. Le chaos. Lendemain, Eduardo engagea une équipe pour retrouver José et lui proposer un traitement, un logement et finalement un emploi au sein de l'équipe d'entretien de l'un de ses immeubles. C'était l'idée de Laura.
a-t-il expliqué lorsque son équipe de direction a remis en question cette décision. Et il a commencé à en faire plus. Beaucoup plus. Dans chaque nouveau projet immobilier de Tavares Holdings, 20 appartements entièrement subventionnés étaient réservés aux familles à faible revenu. Un programme de bourse d'études complet a été mis en place pour les enfants des employés. Enfin, les salaires de tous les employés les moins bien rémunérés de ces entreprises ont été doublés. Ses conseillers étaient horrifiés. « Eduardo, cela va réduire considérablement nos bénéfices. Et pourtant, nous serons toujours obscènement riches, » répondit-il. « La différence, c'est que désormais, notre argent servira à une cause plus noble. » Les médias, d'abord sceptiques, ont commencé à s'y intéresser. Un milliardaire se métamorphose après avoir découvert l'existence de sa fille cachée, titraient les journaux. Certains le qualifiaient d'opportuniste en quête de relations publiques. D'autres, en revanche, le voyaient comme un homme véritablement transformé. Eduardo se fichait de ce qu'il disait. Il connaissait la vérité. Laura, la fillette de 8 ans qu'il avait trouvée en train de chanter sur la tombe de son fils défunt, lui avait sauvé l'âme. 2 ans après cette journée, funeste au cimetière, l'hôpital Miguel Tavares Silva était prêt pour son inauguration. C'était une structure impressionnante. 10 étages de technologie médicale de pointe, 400 lits, des équipes médicales recrutées parmi les meilleurs hôpitaux du monde, le tout entièrement gratuit pour tout enfant qui en avait besoin. Laura, maintenant âgée de 10 ans, se tenait aux côtés d'Eduardo sur la scène inaugurale. Elle avait énormément changé. Elle n'était plus malnutrie. Ses cheveux étaient brillants et sains, ses vêtements étaient convenables. Mais surtout, ses yeux avaient retrouvé l'éclat propre à l'enfance. Mais Edward avait insisté pour qu'elle reste elle-même. Elle étudiait dans une excellente école privée, mais faisait aussi du bénévolat dans des refuges le week-end. Elle avait un immense appartement terrasse, mais menait une vie simple, sans superflu. Edward lui versait une généreuse allocation, dont Laura reversait la moitié à des œuvres caritatives. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » expliqua-t-elle. « J'ai vu ce que c'est que de manquer de quelque chose. Je ne l'oublierai pas. » Le jour de l'inauguration, des centaines de personnes étaient présentes, des politiciens, des hommes d'affaires, des médecins, des journalistes. Mais Eduardo avait insisté pour que les invités d'honneur soient différents, des familles défavorisées de la région, des personnes comme Camila, qui n'avaient pas accès à des soins médicaux adéquats. Quand vint le moment des discours, Eduardo s'avança vers le micro, et pour la première fois de sa vie, il parla non pas en homme d'affaires, mais en père. « Il y a 2 ans, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la foule, je pensais avoir tout. L'argent, le succès, le pouvoir. Mais je me trompais. Je n'avais rien qui compte vraiment. Et puis, par une intervention du destin que je ne peux que qualifier de miraculeuse, j'ai retrouvé ma fille Laura dans un cimetière, chantant sur la tombe d'un bébé. » Il marqua une pause, laissant les mots faire leur chemin. « Ce bébé était mon fils, Miguel. Un fils que je n'ai jamais connu parce que j'étais un lâche. J'ai abandonné sa mère au moment où elle avait le plus besoin de moi. À cause de cela, elle a dû affronter sa grossesse seule, élever un bébé seul pendant 51 jours, puis l'enterrer seule. Ensuite, elle a dû élever un autre enfant, Laura, seule, dans la pauvreté, travaillant jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que le cancer l'emporte elle aussi. » Eduardo a vu des larmes dans les yeux de nombreuses personnes dans le public. « Cet hôpital, poursuivit-il, n'est pas pour moi. Il est pour Camila Silva, une femme extraordinaire qui méritait bien mieux que la vie ne l'a offerte. Il est pour Miguel, un bébé de seulement 51 jours, qui a tout changé. Et il est pour toutes les Camila et tous les Miguel qui existent encore. Des familles qui luttent, qui souffrent, qui ont besoin d'aide, mais qui n'ont pas les moyens de se payer les soins médicaux qui devraient être un droit fondamental. » Il regarda Laura qui souriait malgré ses larmes. « Ma fille m'a appris une chose fondamentale. Être riche ne signifie pas posséder de l'argent. Cela signifie posséder de l'amour, de la compassion, un but. Pendant des années, j'ai couru après l'argent, pensant qu'il me rendrait heureuse, épanouie, importante. Mais j'étais vide intérieurement. Et ce n'est que lorsque j'ai rencontré Laura, lorsqu'elle m'a montré ce que sa mère m'avait enseigné, que notre humanité se mesure à la façon dont nous traitons les plus vulnérables, que j'ai commencé à vivre pleinement. » Eduardo se tourna vers l'imposante structure hospitalière qui se dressait derrière lui. « Cet endroit sauvera des vies, des milliers, des dizaines de milliers. Des enfants qui, autrement, n'auraient aucune chance, auront désormais accès aux meilleurs médecins,
au meilleur traitement, entièrement gratuit. Aucune famille n'aura à choisir entre payer son loyer et soigner son enfant malade. Aucune mère n'aura qu'à regarder son bébé souffrir sans pouvoir rien faire, comme Camilla a dû le faire. Il tendit la main à Laura qui le rejoignit au micro. « Et maintenant, » dit Eduardo, « ma fille aimerait dire quelques mots. » Laura regarda la foule, si petite près du micro qu'il avait fallu l'abaisser. Mais lorsqu'elle prit la parole, sa voix était claire et assurée. « Ma mère disait toujours que de mauvaises choses pouvaient naître de bonnes choses, » commença-t-elle. « Elle a perdu mon frère Miguel et... c'était terrible. Elle est tombée malade et elle est morte, et c'était terrible aussi. Je me suis retrouvée seule, affamée et effrayée. » Laura marqua une pause, essuyant une larme. Puis, j'ai retrouvé mon père, et j'ai découvert que même les histoires les plus tristes peuvent connaître un nouveau départ. Cet hôpital est le nouveau départ de Miguel. Chaque enfant guéri ici, chaque vie sauvée, c'est Miguel qui vit à travers eux. C'est ma mère qui devient l'infirmière qu'elle a toujours rêvé d'être mais qu'elle n'a jamais pu. Et c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Elle regarda Eduardo. Mon père a fait des erreurs, de grosses erreurs, mais il essaie de les réparer. Et maman disait toujours que c'est ce qui nous rend vraiment humains. Non pas éviter les erreurs, mais avoir le courage de les corriger. L'ovation était assourdissante. Après les discours, Laura et Eduardo ont eu l'honneur de couper le ruban inaugural. Et puis, un événement inattendu s'est produit. Une jeune femme enceinte s'est approchée d'eux, les larmes aux yeux. « Monsieur Tavares, Madame Laura, dit-elle d'une voix tremblante. Je m'appelle Amanda. Je suis enceinte de 7 mois et j'ai appris que mon bébé souffre d'une grave malformation cardiaque. Les médecins ont dit qu'il aurait besoin d'une opération peu après sa naissance. Mais le coût serait prohibitif pour moi. J'ai pensé à abandonner, à ne plus essayer. Parce que quel espoir me restait-il? » Elle leur tenait toutes les deux la main. Mais ensuite, j'ai entendu parler de cet hôpital, de la façon dont vous traitez chaque enfant, peu importe les moyens financiers des parents. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu de l'espoir. Mon fils va vivre. Grâce à vous, mon bébé aura une chance. Laura a spontanément pris Amanda dans ses bras. « Comment vas-tu l'appeler ?»« Michael, » répondit Amanda en souriant malgré ses larmes. « Je l'appellerai Miguel. » Eduardo dut s'éloigner un instant, bouleversé. Renato, qui était devenu bien plus qu'un chauffeur, il était pratiquement un membre de la famille désormais, s'approcha et posa une main sur son épaule. « Votre fils serait fier, » dit-il simplement. 5 ans après cette journée au cimetière, Eduardo se réveilla un jour qui allait être particulier. C'était le 15 mars, l'anniversaire de la mort de Miguel. Il aurait eu 20 ans aujourd'hui s'il avait vécu. Eduardo et Laura avaient instauré une tradition. Chaque 15 mars, ils se rendaient ensemble sur la tombe. Ils chantaient à la berceuse. Puis ils passèrent la journée à l'hôpital, à rendre visite aux enfants, à parler aux familles, à se souvenir du sens de tout cela. Mais cette année était différente. Cette année, Laura lui réservait une surprise. À 13 ans, elle était devenue une jeune femme extraordinaire. Elle était première de sa classe, mais surtout, elle s'était passionnée pour la médecine. Elle voulait devenir pédiatre. Pour travailler à l'hôpital de Miguel, expliqua-t-elle, pour perpétuer l'héritage de maman. Ce matin-là, alors qu'ils se rendaient en voiture au cimetière, Laura était étrangement silencieuse. « Tout va bien, chérie ?» demanda Eduardo. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle. « Quelque chose que j'ai fabriqué. » Lorsqu'ils arrivèrent au tombeau, Eduardo comprit. Le tombeau avait été transformé. C'était toujours le même, la même simple pierre tombale. Laura avait insisté pour conserver l'original, ne pas la remplacer. Par quelque chose de coûteux. Mais autour, elle avait aménagé un jardin, des fleurs de toutes sortes, un petit banc, une petite sculpture d'ange. « J'ai engagé des jardiniers, » expliqua Laura. « J'ai utilisé mes économies. Je voulais que la maison de Miguel soit belle, un endroit où d'autres personnes pourraient aussi venir se ressourcer. » Eduardo regarda autour de lui et constata que ce n'était pas seulement la tombe de Miguel qui avait été transformée. Le jardin s'étendait, intégrant les tombes d'autres bébés et créant ainsi un espace commémoratif collectif. « Laura, c'est... il y a autre chose, » l'interrompit-elle. À côté de la tombe de Miguel se dressait désormais une seconde pierre tombale, plus petite. Mais ce n'était pas une tombe, c'était un mémorial. Camila Maria Silva, mère, héroïne, lumière. Son amour a sauvé plus de vies que nous ne le saurons jamais.
Maman a été incinérée parce que nous n'avions pas les moyens de lui offrir des funérailles dignes, expliqua Laura, la voix brisée. Ses cendres sont dispersées, mais je voulais qu'elle ait une place ici à côté de Miguel, pour qu'ils soient enfin réunis. Eduardo était incapable de parler. Il s'est agenouillé devant les 2 monuments commémoratifs, l'un pour le fils qu'il n'a jamais connu, l'autre pour la femme qu'il avait aimée et abandonnée. « Camila, murmura-t-il, j'espère que, où que tu sois, tu peux voir ce que ta fille est devenue, ce que tu lui as appris, l'amour, la compassion, le pardon vit en elle. Et à travers elle, elle change le monde. Je sais que je ne pourrai jamais me racheter complètement de t'avoir abandonné, mais je promets de passer le reste de ma vie à honorer ta mémoire. » Il regarda Laura. « Et Miguel, mon fils, j'espère que tu sais qu'il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à toi, au premier mot que tu n'as jamais prononcé, au premier pas que tu n'as jamais fait. Mais j'espère aussi que tu sais que ton héritage perdure à travers chaque enfant guéri dans l'hôpital qui porte ton nom. » Laura le rejoignit, et ensemble ils chantèrent à la berceuse, comme ils le faisaient toujours. Mais cette fois-ci, d'autres personnes chantaient aussi. Eduardo et Laura regardèrent autour d'eux, surpris. Il y avait au moins 50 personnes dans le jardin du souvenir. Des familles dont les enfants avaient été soignés à l'hôpital Miguel Tavares Silva. Elles étaient venues se recueillir, apporter des fleurs et exprimer leur gratitude. Une mère s'est approchée portant un bébé en bonne santé d'environ 1 an. « Voici le petit Miguel, dit-elle en désignant le bébé. Amanda, tu te souviens? J'étais enceinte à l'ouverture de l'hôpital. J'avais dit que j'appellerais mon fils Miguel. » Eduardo s'en souvenait parfaitement. Il avait une grave malformation cardiaque, poursuivit Amanda. Mais les médecins de l'hôpital l'ont opéré à l'âge de 3 jours. Et regardez-le maintenant, en parfaite santé, fort et heureux. Elle regarda la pierre tombale. « Je suis venu remercier le Miguel originel, le bébé dont mon fils porte le nom. Car sans lui, sans son sacrifice qui a inspiré tout cela, mon fils ne serait pas en vie. On a partagé des histoires les unes après les autres. Une fillette de 6 ans qui avait vaincu la leucémie, un garçon de 10 ans qui avait reçu une greffe de foie, une famille de jumeaux prématurés qui avait passé des mois en soins intensifs néonatals et qui étaient maintenant des enfants de 4 ans en pleine santé. Nous sommes tous en vie grâce à l'hôpital Miguel Tavares Silva. Ils étaient tous là parce que, 2 ans auparavant, une jeune fille pauvre avait chanté sur la tombe de son frère et qu'un milliardaire avait enfin pris conscience de ce qui comptait vraiment dans la vie. 10 ans après ce jour funeste au cimetière, Eduardo Tavares regardait par la fenêtre de son bureau chez Tavares Holdings. Elle avait maintenant 57 ans, quelques cheveux gris de plus, quelques rides plus profondes. Mais ses yeux exprimaient une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'hôpital Miguel Tavares Silva s'était agrandi. Il comptait désormais 50 réparties à travers le Brésil. Il avait sauvé plus de 100 000 vies, et Eduardo avait inspiré d'autres milliardaires à suivre son exemple. Des hôpitaux similaires étaient en construction dans d'autres États, par d'autres personnes touchées par l'histoire de Miguel et Camila. Laura avait 18 ans et s'apprêtait à entrer en faculté de médecine. Elle avait été admise dans les meilleures universités du pays, mais avait choisi une université publique. « Je veux étudier avec des gens qui comprennent ce que signifie se battre », a-t-elle expliqué. « Je ne veux pas vivre dans une bulle de privilèges. » Eduardo était éternellement reconnaissant d'avoir cette jeune femme extraordinaire pour fille. Elle le gardait lucide, le maintenait humain et lui rappelait chaque jour ce qui comptait vraiment. Ses entreprises avaient prospéré, à sa grande surprise. Il avait compris que lorsqu'on traite bien ses employés, qu'on leur verse des salaires équitables et qu'on se soucie réellement de leur bien-être, ils travaillent mieux. Tavares Holdings était désormais reconnu non seulement pour ses activités dans le secteur du luxe, mais aussi comme l'un des meilleurs employeurs du Brésil. Eduardo avait trouvé un sens à sa vie au-delà des affaires. Il était devenu un fervent défenseur de la justice sociale, de la couverture santé universelle et de la réduction des inégalités. Il utilisait sa notoriété et ses ressources financières non pas pour s'enrichir davantage, mais pour instaurer un changement systémique. L'ancien Eduardo m'aurait traité de communiste, plaisanta-t-il. Le nouvel Eduardo se fiche des étiquettes. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ce qui est juste. Ce soir-là, lui et Laura avaient un événement spécial. C'était le 10e anniversaire de l'hôpital et ils avaient organisé un gala de collecte de fonds pour son agrandissement.
Mais avant l'événement, ils ont effectué leur pèlerinage annuel au cimetière. Le jardin du souvenir s'était considérablement agrandi. On y trouvait désormais des bancs, des allées de pierre et des centaines de fleurs. C'était devenu un lieu de paix où les familles endeuillées pouvaient venir trouver du réconfort. Eduardo et Laura étaient assis sur le banc devant les mémoriaux de Miguel et Camila. « Crois-tu qu'elle serait fière ?» demanda doucement Laura, comme chaque année. « Ta mère serait incroyablement fière de toi, » répondit Eduardo comme toujours. « Tu es devenu tout ce qu'elle espérait, et bien plus encore. Et toi ?» Laura le regarda. « Penses-tu être devenu l'homme que maman méritait ?» Eduardo réfléchit longuement. « Non, je ne serai jamais l'homme qu'elle méritait, mais je suis devenu meilleur qu'avant, et je continuerai d'essayer de m'améliorer chaque jour. C'est tout ce que je peux faire. » Laura posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce qui est drôle? Quand je repense à ce jour, il y a 10 ans où tu m'as vu chanter ici pour la première fois. Je te prenais juste pour un riche type dans une voiture de luxe. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais mon père. Et je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre changerait tout. Le destin a un drôle de sens de l'humour, acquiesça Eduardo. Si je n'avais pas envoyé Renato prendre ce raccourci, si ce n'était pas arrivé précisément ce jour-là, à cette heure-là, si tu n'avais pas été là à chanter, nos vies seraient complètement différentes. Crois-tu au destin ? Demanda Laura. Ou simplement au hasard ? Avant, je ne croyais qu'au travail acharné et aux opportunités, a admis Eduardo. Mais après tout ce qui s'est passé, je pense qu'il existe des forces dans l'univers que nous ne comprenons pas. Ton frère m'a amené jusqu'à toi. Camila, d'une certaine manière, nous a réunis. Et maintenant, grâce à ce que nous avons construit en leur honneur, des milliers d'autres familles sont réunies, sont sauvées. Ils restèrent silencieux un instant, simplement présents, simplement en train de se souvenir. « Papa ?» finit par dire Laura. « Essayez ? Merci d'être venu ce jour-là, de ne pas m'avoir simplement donné de l'argent et de partir, d'avoir vraiment essayé d'être mon père, d'avoir honoré maman et Miguel, d'avoir changé. » Eduardo sentit les larmes lui brûler les yeux, ces larmes qui lui coulaient si facilement désormais. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé la vie, Laura. Littéralement. J'étais mort à l'intérieur, je ne m'en rendais juste pas compte. Un cadavre ambulant dans un costume de luxe. Et tu m'as ramené à la vie. Tu m'as montré ce que signifiait être vraiment humain. » Laura sourit. « Alors nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu m'as donné un foyer, une éducation, des opportunités. Je t'ai donné un but, de l'humanité, de l'amour. Cela me semble un échange équitable. Plus que juste. Tu m'as donné bien plus que je n'aurais jamais pu te donner. » Ils se levèrent, prêts à se rendre à l'événement. Mais avant de partir, Eduardo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il ouvrit son portefeuille et en sortit une vieille photo décolorée et froissée. C'était une photo de Camila, prise il y a près de 20 ans. Elle souriait, jeune, belle, pleine d'espoir. Il l'a délicatement déposée sur sa tombe. « Salut Camila » murmura-t-il. « Regarde-nous maintenant. Ta fille va faire des études de médecine. Elle va devenir le médecin dont tu as toujours rêvé. Et moi, j'ai enfin compris ce que tu as essayé de m'apprendre pendant si longtemps. Que l'amour est plus important que la réussite, que les gens sont plus importants que le profit, que laisser une trace, c'est changer des vies, pas accumuler des zéros sur un compte en banque. » Il effleura le mémorial. « Je t'aimais, je t'aime encore, et je suis tellement désolé, si profondément, si complètement, mais je vais consacrer le reste de ma vie à faire ce que tu aurais fait, répandre l'amour, la compassion, aider. Et je prendrai soin de notre petite fille, je te le promets. Je serai le père qu'elle mérite, même si je suis arrivé trop tard dans sa vie. » Laura lui prit la main. « Elle le sait, papa. Où qu'elle soit, elle le sait. Et elle est fière, de nous deux. » 20 ans après cette journée au cimetière, Laura Tavares Silva se tenait sur la même estrade où son père avait inauguré l'hôpital Miguel Tavares Silva. Elle avait maintenant 28 ans et venait de terminer son internat en pédiatrie. Et elle ne revenait pas simplement à l'hôpital, elle en prenait la direction médicale. Eduardo, âgé de 67 ans, était assis au premier rang, ses cheveux désormais complètement gris, mais ses yeux brillaient encore de fierté et d'amour, tandis qu'il écoutait sa fille parler. « Il y a 20 ans, » commença Laura, sa voix résonnant dans la salle bondée, une jeune fille pauvre chantait sur la tombe de son frère. Elle ignorait que ce moment allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers d'autres. Elle ignorait qu'un homme s'arrêterait pour l'écouter et que cet homme serait son père.
et elle était loin de se douter qu'ensemble, ils créeraient quelque chose qui sauverait plus d'un demi-million d'enfants au cours des 20 années suivantes. Elle regarda Eduardo. « Mon père aime me féliciter. Il dit que je l'ai sauvé. Mais la vérité, c'est que nous nous sommes sauvés mutuellement. Il m'a sorti de la pauvreté, m'a offert un foyer, une éducation, de l'amour. Et moi, je lui ai simplement rappelé ce qu'il avait oublié dans sa quête de réussite. Qu'être humain, c'est prendre soin les uns des autres. » Laura se tourna vers l'écran derrière elle, où étaient projetées des photos de Miguel et Camila. « Cet hôpital a été créé en hommage à mon frère Miguel qui n'a vécu que 51 jours, mais dont l'influence se fera sentir pendant des générations, et à ma mère Camila, qui m'a appris que la force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever, que l'amour n'est pas fait de mots, mais d'actes, que le pardon n'est pas l'oubli, mais le choix d'avancer avec grâce. » Elle marqua une pause, visiblement émue. « Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer que nous poursuivons notre expansion. Grâce aux dons de centaines d'entrepreneurs inspirés par l'histoire de Miguel, nous ouvrons 10 nouveaux hôpitaux au Brésil. Et grâce à une initiative internationale menée par mon père, des hôpitaux similaires sont en construction dans 6 pays africains et 3 pays d'Asie. » Le public a éclaté en applaudissements. « L'héritage de Miguel, ce n'est pas la mort, poursuivit Laura, c'est la vie. Chaque respiration de chaque enfant sauvé ici, c'est Miguel qui respire. Chaque battement de cœur, c'est son cœur qui bat. Chaque vie vécue, c'est la vie qu'il n'a pas pu vivre, mais qu'il vit à travers les autres. » Elle descendit de scène et s'approcha d'Eduardo en lui tendant la main. Il se leva perplexe, mais se laissa guider vers le micro. « Papa, dit Laura publiquement, tu as passé 20 ans à dire que tu avais commis la plus grosse erreur de ta vie en abandonnant ma mère. Mais je ne suis pas d'accord. Oui, tu as eu tort. Oui, tu as mis du temps à revenir. Mais quand tu es revenu, quand tu as enfin fait ton apparition, tu ne l'as pas fait à moitié. Tu as tout donné, ta vie, ta fortune, ton cœur. Et ça, c'est ça, la vraie rédemption. » Eduardo pleurait. Maintenant ouvertement. « Je voulais donc faire quelque chose pour vous honorer aussi, » poursuivit Laura. « De même que l'hôpital honore Miguel et l'Institut de recherche honore maman, je souhaite que la nouvelle aile d'oncologie pédiatrique que nous construisons porte le nom d'Eduardo Tavares, en hommage à l'homme qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour changer, qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. » Toute la salle était debout, applaudissant, mais Eduardo y prêtait à peine attention. Il tenait dans ses bras Laura, cette jeune femme extraordinaire devenue non seulement sa fille, mais aussi son salut, sa raison d'être, sa rédemption. « Je ne mérite pas ça, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Oui, tu le mérites, » murmura-t-elle en retour, « parce que tu as choisi de le mériter, et ce choix a fait toute la différence. Cette histoire nous enseigne des vérités profondes sur la nature humaine, le pardon et le pouvoir. Transformateur de l'amour. Tout d'abord, il n'est jamais trop tard pour changer. Eduardo Tavares avait 47 ans lorsqu'il a rencontré Laura. Il aurait pu se contenter de lui donner de l'argent et passer à autre chose, mais il a choisi de se transformer radicalement. Et ce changement a non seulement sauvé son âme, mais aussi des milliers de vies. Deuxièmement, ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais nos efforts pour les corriger. Eduardo a commis de terribles erreurs. Il a abandonné. Camila, alors qu'elle était enceinte, a raté l'occasion de rencontrer Miguel et a laissé Laura grandir dans la pauvreté pendant 8 ans. Mais lorsqu'il a appris la vérité, il ne l'a pas fui. Il l'a affrontée, a accepté sa souffrance et a consacré sa vie à faire ce qui était juste. Troisièmement, le véritable héritage ne se mesure pas à l'argent, mais aux vies transformées. Eduardo possédait des milliards avant de rencontrer Laura, mais cet argent était vide, sans utilité. Ce n'est qu'en utilisant sa fortune pour sauver des vies qu'il est devenu véritablement riche, d'une manière qui compte. Quatrièmement, le pardon est possible, mais il exige des efforts. Laura avait toutes les raisons de haïr Eduardo. Il avait abandonné sa mère, il était responsable de sa pauvreté et de ses souffrances. Mais elle a choisi de lui donner une chance, et Eduardo n'a pas gâché cette chance. Il a travaillé chaque jour pour la mériter. Cinquièmement, le destin nous offre parfois une seconde chance, de façon inattendue. Un raccourci à travers le cimetière, une jeune fille qui chante, une pierre tombale portant un nom familier. Si l'un de ces éléments avait été différent, Eduardo et Laura ne se seraient jamais rencontrés. Mais ils se sont produits, et ils ont tout changé.
Et enfin que même des plus grandes tragédies peut naître la beauté. Miguel n'a vécu que 51 jours. Camila est morte jeune, pauvre et seule. Mais grâce à leur deuil, des centaines de milliers d'enfants ont été sauvés. Leur héritage perdure d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Si vous êtes rongé par la culpabilité à cause d'erreurs passées, si vous pensez qu'il est trop tard pour changer, si vous avez perdu quelque chose de précieux et croyez ne jamais vous en remettre, souvenez-vous de l'histoire d'Eduardo et Laura. Souvenez-vous que la rédemption est toujours possible, que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes, qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien. N'oubliez pas que notre valeur ne se mesure pas à nos erreurs, mais à la façon dont nous les affrontons. Edward aurait pu fuir en découvrant la vérité, mais il est resté, il a changé, il a mûri, et ce faisant, il a transformé non seulement sa vie et celle de Laura, mais aussi celle de milliers de personnes qu'il ne connaîtra jamais. Voilà le pouvoir de la rédemption, voilà le pouvoir de l'amour, voilà le pouvoir de choisir, chaque jour, d'être une meilleure version de nous-mêmes.